الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا أود أن أشكر اللجنة المنظمة وأعضاء مركز الذي استقبلنا بحفاوة، وكذلك أنوه باختيار هذا الموضوع، وكذلك بالتوفيق في 20 سنة القادمة إن شاء الله. Je vais intervenir en français, mais je reste ouvert surtout à la partie discussion s'il y a des questions. Donc, je vais essayer de parler en arabe. Ma présentation va complémenter ce qui a été dit toute la journée. Il y a des éléments qui étaient répétés, et ça, ce qui démontre l'intérêt et la pertinence du choix de ce thème, d'une part, et aussi donc la conjoncture qui est un peu difficile. On est tous là pour mener une réflexion, pour nourrir le débat, pour trouver des éléments de réponse à cette situation. Alors donc ma présentation va être axée sur un plan un peu classique. On va faire un diagnostic de l'état actuel en présentant l'état des ressources hydriques au niveau du Maroc. Quel est l'impact du changement climatique sur ces ressources, et on va essayer de présenter quelques éléments pour trouver des éléments de réponse pour les décideurs, et surtout donc pour mener des travaux de recherche qui ont été recommandés par mon collègue dans sa présentation. Alors, donc, puisque le thème, il y a la composante de développement durable, on sait tous que les Nations Unies ont défini 17 objectifs de développement durable, et là, la composante l'eau, ou bien le thème eau, donc occupe un espace très intéressant. Il est classé comme 6e objectif. D'après les études menées, donc, on constate que 40% de la population souffre de la rareté ou bien de manque de l'accès à l'eau. Chiffre qui est alarmant, et chiffre qui est donc reflète la situation qui est un vrai problème au niveau international. Concernant donc les enjeux de l'eau au Maroc, on peut le résumer dans deux catégories. Premièrement, c'est la complexité des paramètres de la ressource en eau. Et quand on parle de la ressource en eau, premièrement, c'est la maîtrise difficile de cette ressource qui est irrégulière, qui souffre d'une variabilité inter- et intra-annuelle. Aussi, donc, c'est une ressource qui est très fragile et très menacée. La menace, donc, c'est en termes de la qualité et aussi en termes de la surexploitation qui est donc en termes de quantité. De plus, donc, il y a le phénomène ou bien de changement climatique d'une part, il y a aussi l'effet anthropique, c'est-à-dire l'activité humaine où il exerce une surpression sur cette ressource, premièrement par l'urbanisation, l'augmentation de la population et aussi par les activités économiques. Alors, c'est une carte qui circule, qui montre un peu l'irrégularité spatiale de la distribution des précipitations. Cette irrégularité, le Maroc a pu mobiliser 22 milliards de mètres cubes, sachant que 140 milliards qui tombent sur le territoire marocain. Alors, cette quantité qui tombe, une grande partie s'évapore, et une grande partie qui n'est pas encore mobilisée, et ça peut expliquer aussi donc, par les différentes... là, c'est une moyenne, donc des précipitations au niveau national. La partie donc, la plus arrosée, c'est la partie nord. Et là, on trouve la partie nord qui reçoit ou bien qui mobilise plus que 5700 mètres cubes. Aussi, un constat qui est très important, c'est que la partie nord, qui ne représente que 7% de la superficie nationale, elle mobilise plus que 50% de la ressource en eau. Et là, ça montre un déséquilibre de cette ressource entre le nord et le sud. Et au Maroc, on gère donc cette ressource par bassin hydraulique. Et là, on trouve les différents bassins avec les différentes eaux qui est mobilisée. Et là, donc, on trouve donc, la partie nord, comme je l'ai dit, donc, mobilise plus que 51%. Alors, la mobilisation de cette ressource se fait par le grand chantier qui était lancé par feu Sa Majesté Hassan II dans les années 80 de construire un barrage par une année. Donc là, jusqu'à aujourd'hui, on a plus que 145 grands barrages, parce que quand on fait le compte, on parle des grands barrages, mais on oublie les barrages collinaires et les barrages moyens. Il y a des grands chantiers qui étaient lancés depuis les années 80, des barrages collinaires. Et aussi, si je prends le cas de l'Oriental, il y a pas mal de barrages collinaires dans les hauts plateaux qui servent à l'abreuvement des cheptels, qui rend un service pour l'activité sylvopastorale. Donc, cette mobilisation des grands barrages
Mais le problème confronté donc, à ce chantier ou bien à ce parc de barrages, c'est la problématique de l'envasement des barrages. Ça, c'est un autre défi, à part le défi de la disponibilité ou bien de la régularité des précipitations. Il y a aussi donc, un autre phénomène qui pose un problème, qui est l'envasement des barrages. Et là, on voit donc, dans cette colonne donc, la capacité initiale des barrages et là, les pertes, c'est-à-dire la dégradation spécifique donc, des sols, et cette dégradation aussi, donc chiffre pour le contribuable. Donc, chaque million de mètres cubes perdu, il coûte pour le contribuable et coûte aussi pour l'économie nationale. Alors, les autres études ont mené que certaines régions, ils n'ont pas encore pu mobiliser toute la ressource en eau. Et c'est là qu'on trouve la clairvoyance de Sa Majesté Mohamed VI quand il a lancé donc, le plan d'approvisionnement de l'eau d'irrigation, de l'eau potable, pour augmenter la capacité de mobilisation de l'eau de surface pour atteindre 21 milliards de mètres cubes d'ici l'année 2027. Et là, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi d'autres activités de mobilisation de la ressource en eau, tels que les projets de transfert de l'eau de nord-sud. Il y a aussi donc, tout ce qui est la collecte des eaux pluviales. Il y a aussi donc, les activités, surtout pour certaines régions, en prenant le cas de la région du Sud, qui est les projets de dessalement de l'eau de mer, qui compense un peu le déficit qui peut être expliqué par la surexploitation de la ressource en eau. Alors, si on fait donc une étude sur l'impact, là, il faut distinguer entre deux choses, l'impact du changement global, c'est-à-dire l'évolution du climat, et aussi l'impact du changement climatique quand on présente des prévisions pour les horizons 2050-2080. Et là, déjà, si on fait une analyse sur les approvisionnements qui atteignent les différents grands barrages du Maroc, entre deux périodes, entre 1941 et 1980, et entre la période 1980 et 2015, on constate, entre ces deux périodes, il y a une réduction de l'approvisionnement en eau au niveau de ces barrages. Et là, ça peut être expliqué par la chute de précipitations. D'après les études, il atteint jusqu'à 25%, différemment d'une région à l'autre. Au niveau du sud, donc il y a 25%, mais au niveau du nord, on est dans les 10 à 15% de réduction de la lame précipitée. Alors, si on veut analyser à l'échelle du globe, avec des modèles climatiques, pour avoir une tendance, donc les études menées donc, montrent que si on prend la région du nord de l'Afrique, plus précisément au niveau du Maroc, donc là, on aura une réduction qui peut atteindre de 20 à 25% d'ici l'horizon 2050. Et là, cette réduction de précipitation de 20 à 25% va se traduire automatiquement par une réduction de l'eau qui va ruisseler, autrement dit, l'écoulement de surface. Et là, on note sur la même région donc, du nord de l'Afrique, donc il y aura une réduction à peu près de moins 10 à moins 20% de l'eau qui va ruisseler, et ce l'eau qui va ruisseler va atteindre automatiquement donc, les barrages, et là, donc, c'est un problème. Aussi, donc, ces mêmes études, ils ont démontré, avec la réduction de la lame ruisselée, il y a un autre phénomène, qui est le phénomène des événements extrêmes. Et quand on parle des événements extrêmes, ça veut dire les inondations. Et là, dans la gestion des barrages, quand on parle des événements extrêmes, surtout les inondations, ils vont causer donc des dégradations des sols qui va augmenter la cadence de l'envasement de nos barrages. Ça veut dire qu'on est confronté à deux extrêmes. Donc l'extrême de la rareté de ruissellement avec l'événement extrême qui va contribuer à accélérer le rythme de l'envasement de nos barrages. Alors, si on prend les projections pour le Maroc d'une façon un peu détaillée, là, on va constater que pour certaines régions, donc là, on voit la réduction des précipitations. Donc là, comme on a dit pour la partie nord, on est dans les moins 10%. Dans certaines régions, surtout au niveau du sud, on est en des zones un peu à fort risque et une réduction qui va atteindre donc de 30 à 20%. Et là, ce qui nous pousse de penser dès maintenant à d'autres alternatives, et parmi ces alternatives, on parle de dessalement, on parle de la réutilisation des eaux usées, et on parle aussi donc par les aménagements pour les collectes des eaux pluviales.
Alors, toujours donc l'impact de cette réduction ou bien ces changements climatiques, on a fait une analyse donc avec les deux modèles pessimistes et optimistes et on constate que les apports pour les bassins hydrauliques va avoir une réduction donc de 30 à 20%, donc de 20 à 30%. Et là, donc cette réduction, donc, elle est différente d'un bassin à l'autre et surtout l'impact est le plus important sur les deux bassins, qui est le bassin de Locous et le bassin du Sebou, comme on a dit, qui contribuait à 50% des approvisionnements pour les barrages marocains. Alors, si on fait donc une analyse en termes d'augmentation de la demande, c'est-à-dire on a vu l'offre, donc maintenant il faut voir la demande et confronter les deux. Et là, on constate que la demande, donc aussi, il augmente par bassin donc, hydraulique. Et là, cette augmentation, donc il passe de 10, ici, dans le Locous, à 12% pour le sud. Et là, la première hypothèse, que cette augmentation peut être expliquée premièrement par l'augmentation de la population. Donc là, on est dans le 2020, on est plus ou moins à proche de 40 millions, mais dans les 2040, donc on se rapproche de 45 millions. Cette augmentation de la population va contribuer à mettre plus de la pression sur la ressource en eau. Aussi, donc, la moyenne donc, qui était présentée donc, ce matin par le professeur Dhak pour montrer quelle est la ratio journalière donc, ou bien annuelle d'une personne. Et là, on voit que ça, c'est la moyenne donc, nationale. Et là, par région, on voit qu'il y a des régions qui sont bien desservies et d'autres régions qui vont souffrir par la rareté de la ressource. Et là, donc, il faut que notre stratégie soit adaptée d'une région à l'autre. On ne peut pas proposer les mêmes alternatives, les mêmes solutions. Alors, aussi, donc, parmi les choses donc, qui peuvent expliquer cette pression, c'est l'évolution de taux de branchement dans le milieu rural, surtout, et aussi le taux de desserte. Là, on voit que les autorités, ils ont fait beaucoup d'efforts pour assurer, donc, ou bien pour répondre aux besoins par la desserte, qui atteint jusqu'à 96%. Et là, ce qui met plus de pression aussi, donc c'est l'eau. Donc, comme a été dit ce matin, quand on ouvre le robinet, il y a toujours de l'eau. Donc, surtout, ce n'est pas juste dans le milieu urbain, mais aussi dans le milieu rural. Ça veut dire que la pression ne cesse pas d'augmenter. Et là, si on prend des villes pilotes, et on voit l'évolution donc, de l'augmentation jusqu'à l'horizon 2005, on voit que si on prend le cas donc, de la ville de Tanger, donc là, il y a une augmentation qui peut atteindre jusqu'à 90% jusqu'à l'horizon 2050. La ville de Casa reste la ville où il y aura plus de pression et ça, l'évolution ou bien la tendance est la même pour l'ensemble des grandes villes au niveau du Maroc. Et là, on voit la différence entre les besoins en 2020 et en 2050 et on voit qu'il y a une augmentation au niveau de le milieu urbain comme au niveau du milieu rural. Et là, on constate que vraiment, en 2050, le problème, ça va être accentué. Alors, si on revient au secteur agricole, quand on parle de l'agriculture, il n'y a pas que le problème de précipitation, mais c'est un effet combiné de la réduction des précipitations et l'augmentation de la température. Et là, avec l'augmentation de la température, ça veut dire que le pouvoir épouvoratif de la culture augmente, ce qui est tout à fait normal parce qu'il faut répondre aux besoins de la culture. Avec le même assolement, avec les modèles climatiques, on a constaté que en termes de besoins, donc il y aura un déficit par rapport, ou bien il y a une augmentation de besoins en irrigation, si on garde la même superficie, mais qui va un peu amplifier la situation, c'est l'augmentation de la température. Parce que les modèles climatiques, ils ne prévoient pas, parce que toujours on s'arrête à la réduction des précipitations et on ne pousse pas l'analyse pour aussi évaluer l'impact de l'augmentation de la température. Et là, avec ces deux facteurs, quand on les combine, automatiquement, donc il y aura augmentation des besoins pour répondre aux différentes cultures. Alors,
si on revient à l'autre événement extrême, qui est la sécheresse, donc d'après ce tableau, donc on a fait un peu l'historique de ce phénomène, et là on voit dans les différents bassins hydrauliques, on voit que la sécheresse est devenue un phénomène structurel et qui, avec une fréquence très importante. Et là, si je reviens à un événement qui a marqué un peu notre histoire proche, c'est la crise donc, de l'eau potable au niveau de la ville de Tanger. Ça veut dire que le Maroc a passé par des périodes qui étaient très critiques et la solution était dans le transfert de l'eau d'une région à l'autre. Et là, on voit donc les bateaux-citernes qui ont assuré l'approvisionnement de la ville de Tanger, de Joffre-le-Sfar au port de la ville de Tanger. Il y avait 237 voyages par bateau-citerne qui a coûté plus que 180 millions de dirhams pour répondre aux besoins en eau potable de la ville de Tanger. Alors, si je prends donc les années 97, le seul barrage qui a assuré l'adduction en eau potable de la ville de Tanger, donc c'est le barrage Ibn Battuta. Donc on a fait une étude un peu poussée et là on voit quelles sont les pertes de capacité de stockage de ce barrage. Et là ce sont des pertes observées, c'est-à-dire pas des opérations de la bathymétrie. On a fait le suivi des pertes et là on voit que ce sont des pertes importantes. Donc ça veut dire que moins ou bien plus ou moins 1% par une année. Et avec les modèles climatiques, donc les pertes, la tendance se va maintenir. Et là, ça va nous coûter une perte jusqu'à 27% de capacité de stockage de ce barrage. Alors, si on fait donc un récapitule, jusqu'à les années 90, on peut dire qu'il y avait un équilibre entre l'offre et la demande. Mais à l'horizon de 2030, cet équilibre va être touché. Il y aura un déséquilibre où il y aura plus de demandes que de l'offre. Alors, pour contrôler un peu donc, la situation, bien pour anticiper, donc, il y avait une panoplie de lois, de règlements, jusqu'à dans les 2017, où il y a ajustement ou bien actualisation de la loi 3615, la loi donc, qui est suivie pour la gestion de l'eau. Mais après, donc, il y avait pas mal donc, de lois, donc la loi 1085 donc, qui a mis en place la police de l'eau. Il y a aussi donc, l'avènement du plan Maroc-Vert qui a contribué donc, à réduire la consommation de l'eau en termes d'irrigation, parce qu'avec la mise en place et avec le système de subvention de tout ce qui est goutte à goutte, c'est-à-dire qui a augmenté l'efficience de l'irrigation, ça a permis de diminuer relativement la pression sur cette ressource. Aussi, donc la question qui se pose, comment on peut s'adapter aux impacts du changement climatique sur les ressources en eau? Alors, la première chose, c'est-à-dire qu'il faut savoir, et bien c'est un rappel, que le volume de l'eau disponible sur la planète, il est le même. Il ne va pas changer, quel que soit le climat. C'est juste la répartition de cette ressource entre l'océan et le continent, et entre la surface et le souterrain, qui va changer. Maintenant, si on veut trouver des éléments, c'est de bien étudier ce cycle et comment on peut jouer sur cette répartition pour que cette répartition soit plus ou moins dans la faveur de développement, tout ce qui est activité socio-économique, tout ce qui est donc activité humaine. Et là, en jouant, bien sûr, soit sur la collecte des eaux pluviales. Quand on parle de la collecte des eaux pluviales, le mécanisme ou bien l'exemple le plus connu, c'est la construction des barrages ou bien des collectes donc à travers les barrages collinaires, ou bien maintenant, il y a des techniques où on peut identifier les points de recharge des nappes. Et on sait que quand on construit un barrage, la vocation de barrage a plusieurs. Parmi donc, ces objectifs, il y a la recharge de la nappe, il y a aussi donc, la production d'électricité, il y a aussi donc, tout ce qui est irrigation, tout ce qui est donc, abreuvement des cheptels. Donc il y a plusieurs vocations. Et là, on peut adapter notre stratégie pour contrôler un peu ce cycle de l'eau. Ou bien, la deuxième chose, c'est aussi le cycle de l'eau, mais dans les grandes villes et dans les zones côtières, parce que dans ces situations, on peut aussi contrôler tout ce qui est la qualité de l'eau, parce qu'on est plus proche de la côte, il y a plus d'activités industrielles, il y a plus de problèmes de pollution, il y a plus
de culture, de maraîchage périurbain. Il y a aussi la possibilité de réutiliser les eaux usées. Il y a aussi la possibilité de dessalement. Donc, il faut s'arrêter à ces deux cycles de l'eau, les bien étudier pour tirer le plus maximum de volume de l'eau pour que la vie continue. Aussi, on ne peut pas gérer l'eau sur une approche holistique avec une gestion intégrée. C'est-à-dire, on ne peut pas étudier l'eau. Deux slides. Donc, on ne peut pas gérer l'eau d'une façon en parlant juste de l'eau. Donc, quand on parle de la gestion de l'eau, il faut qu'il soit une gestion intégrée. Et là, je reviens toujours à ce chiffre de 80%, parce que quand on parle de 80%, parce que quand le directeur de barrage ouvre les vannes, ce n'est pas juste pour l'irrigation. C'est aussi pour faire tourner les turbines, c'est aussi pour l'eau potable, c'est aussi pour le débit écologique. Donc, il y a plusieurs utilisations, mais ils sont tous répertoriés dans le 80%. Donc là, il faut aussi s'arrêter et parler de ce 80% à ce qu'il est vraiment utilisé pour un secteur donné. Aussi, il y a plusieurs aspects. On peut jouer sur l'environnement favorable en révisant les stratégies, comme c'est toujours le cas. Il y a aussi mettre en place des instruments incitatifs et on peut revenir à ces points au moment d'échanges et de débats. Alors, en conclusion, quand on parle de changement climatique, le changement climatique se poursuit aux échelles planétaires, nationales et régionales. Donc ça, c'est un constat. Aussi, les impacts apparaissent sur les systèmes naturels et humains. Ce n'est pas juste les ressources naturelles qui sont touchées, mais aussi l'humain, il est touché, parce qu'il est acteur dans cet environnement. Il y a les changements des événements extrêmes à venir. Et là, il faut voir comment gérer ces risques et comment on peut atténuer et diminuer leur impact. Il y a aussi la capacité d'adaptation qui sont très importantes pour les événements à venir. Si on ne se mobilise pas, si on ne se prépare pas, alors il faut subir les impacts. Aussi, quand on parle de l'adaptation au changement climatique, il y a tout un cycle qu'il faut suivre. Donc là, je ne vais pas trop tarder sur ce cycle, mais on ne peut pas trouver des éléments de solution en tant qu'académicien, en tant qu'enseignant, en tant que chercheur, sans qu'on développe de la recherche. Et ce n'est pas la recherche, mais recherche-développement pour trouver des solutions efficaces pour gérer, consolider. Parce que si on ne se mobilise pas, on sait qu'avec le temps, le coût du changement climatique sera très, très important si on n'intervient pas. Mais si on intervient, on peut réduire le coût et on peut éviter ce coût supplémentaire. Et là, on peut avoir des bénéfices. Alors, j'invite surtout les étudiants que les différents aspects que j'ai présentés, vous pouvez consulter les sites de nos projets de recherche pour avoir des articles, pour avoir plus de la matière. Et je vous remercie pour votre attention. Merci.